Gens de la radio, gens de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desesquers et je serai votre guide pour le programme Amos vous raconte son histoire. Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles puis montez le son. Bienvenue à tous à la maison, en balado, en voiture, en ski de fond, dans le podcast Amos vous raconte son histoire. Aujourd'hui, on va avoir la chance de plonger dans la scène du miracle de Monsieur le curé, ou nous, on l'a communément appelé, dans Amos vous raconte son histoire, la scène des incendies. Parce qu'il y a comme deux sujets en un aujourd'hui. Alors, oui, savez-vous que le prêtre fondateur et le premier curé de la paroisse d'Amos, Joseph Oscar Viateur du Domaine, avait accompli un miracle, et ce, devant tout le village? Wow! Ah ouais. Pour en savoir plus sur cet événement hors de l'ordinaire, nous allons discuter avec l'auteur du circuit, Véronique Filion, scénariste, conceptrice, directrice artistique, auteure et metteur en scène, grande improvisatrice également, comédienne avec les productions du Raccourci, qui revêt également le costume et bottines et bretelles du petit Amos Desesquers. Bonjour Véronique. Bonjour Bruno, c'est un plaisir de co-animer avec toi. Je pourrais te réénumérer mon CV. Pour toi aussi, parce qu'on fait souvent des projets ensemble, légèrement. Des enfants ensemble et des miracles ensemble. Mais ça, on va y revenir plus tard. Dans un autre épisode. Ben merci Véronique. Donc, on va définir mieux le personnage et le contexte historique de cette histoire avec Madame Geneviève Dubé, archiviste, entre autres, à la Société d'histoire. Bonjour Geneviève, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Ça va bien? Oui. Est-ce que vous permettez qu'on se tutoie aujourd'hui? Pas de problème. Parfait, parfait. Mais moi, écoute, ton descriptif me laisse un peu pantois. J'aimerais savoir, archiviste, entre autres, mais le mot « autre », est-ce qu'on pourrait le définir davantage? En fait, il faut comprendre, oui, ma job, c'est d'être archiviste, mais j'ai beaucoup d'études dans mon petit baluchon. Ah oui? J'ai fait 2 bacs, un en histoire de l'art et un en archéologie, une maîtrise en muséologie et un certificat en archivistique. Oh, pour ceux qui ne me voient pas, là, à la radio, je me prosterne devant autant de connaissances parce que Geneviève qui est en face de moi, là, elle est quand même jeune. Alors, c'est assez impressionnant de voir autant de bagages. Et d'ailleurs, tu défais un petit peu mon mythe. Moi, archiviste, c'est toujours quelqu'un d'assez âgé. Fait que je suis contente de voir qu'il y a de la relève là-dedans et que c'est un métier qui, finalement, qui intéresse encore les jeunes. Oui. Oui. C'est sûr que ça intéresse les jeunes, mais pas tant que ça. Dans mes cours, on n'était pas beaucoup, on était une vingtaine maximum, puis pas tous ont fini ça. En fait, moi, le fait que j'ai fait des études en archivistique, c'est quand j'ai fait ma maîtrise en muséologie. Oui, documenter les objets, c'était très important, mais je me suis rendu compte que les archives, ils venaient mettre un peu de contenant dans mes recherches. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'aille chercher le certificat pour comprendre c'était quoi les archives. Oui, parce que le musée va mettre ça en valeur, mais encore là, faut-il retourner à la source puis avoir justement les preuves de ce qu'on veut démontrer, par exemple, dans une exposition ou sur un site Internet ou un livre, entre autres. Et là, on a la chance de t'avoir ici aujourd'hui, mais la ville d'Amos a la chance de t'avoir aussi, donc, à la Société d'histoire, au Centre d'archives. Tu travailles là depuis combien de temps? Depuis mai 2018, donc ça fait ça va bientôt faire 4 ans, donc... non, 3 ans. Et est-ce que tu es originaire de l'Abitibi? Non, je suis originaire de Québec. OK. Alors, donc, tu plonges non seulement dans une nouvelle ville, mais aussi dans plein de nouveaux sujets. Là, Mais attends, c'est-tu l'amour qui t'a amené ici ou c'est notre riche histoire passionnante? Je dirais plutôt mon copain qui m'a envoyé ici pour venir chercher de l'expérience. Ah, d'accord. Puis je suis tombée en amour après ça avec la région. Oh, parfait. Oh, wow, Il y a c'est toujours bien dit, ça. une histoire de couple en arrière. Bon, ben d'ailleurs, c'est une histoire, c'est un épisode à potin carrément aujourd'hui, parce que, dans le fond, toute cette histoire de miracle de M. le curé-là, c'est pas nécessairement basé sur des faits historiques vérifiés. Hein? Alors, on va pouvoir pousser ça un peu plus loin au courant de l'épisode. Oui.
Donc, avant de poursuivre, je tiens à remercier nos partenaires qui ont rendu possible la production de cet épisode, particulièrement Hydro-Québec, ainsi que le programme de soutien financier au projet culturel de la Ville d'Amos en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Je vous invite tous à nous suivre en aimant, en partageant notre page Facebook, YouTube, Instagram ou encore en vous abonnant sur notre balado sur Spotify, Balado Québec ou via l'application Balado d'Apple. Sinon, on vous rappelle que tous nos épisodes de cette série podcast sont disponibles sur le site internet productionduraccourci.com. Tu vois, mon gars, ces petites pattes-là, là, c'est des traces de lièvre. Ceux-là, là, c'est des traces de renard. Ceux-là... C'est quoi cet animal-là? Là, mon gars, il était vraiment comme ça dans le milieu de la rue, puis là, il y avait personne, puis ici, il était pas capable de s'organiser. C'était vraiment très drôle. Hein? Vraiment drôle. Excusez, patron! Oui. C'est parce que l'employé que vous venez d'engager, il fait peur vraiment à tous vos clients. C'est parce qu'on a des machines qui font 100 copies minute, capitaine. C'est monsieur, capitaine! En tout cas, lui, au moins, il travaille. C'est pas comme d'autres. C'est parce que je t'en pose, moi, là? Let's go, maman. Rendement! Let's go! Pour tous vos besoins en impression. Imprimerie Aricana. Les miracles, c'est miraculeux. Les chances que vous assistiez à un miracle au cours de votre vie sont quasi inexistantes. Un miracle, c'est rare et c'est précieux. Un miracle est un fait sensible, sans explication naturelle, que seule la toute-puissance divine peut réaliser. Et il n'y a pas de miracle sans foi. Pour voir quelque chose, il faut y croire. Et justement, faut-il y croire au miracle? Parce que pour chaque miracle, les scientifiques et les athées veulent démontrer que ce n'est qu'une supercherie, une hallucination ou carrément de la folie bien utilisée. Parfois, les miracles sont prouvés comme étant impossibles scientifiquement. On peut penser aux statues qui pleurent des larmes ou qui pleurent du sang. Parfois, on peut prouver que c'est faux, mais parfois, on ne peut pas prouver non plus que c'est vrai. Et à des rares fois, l'événement n'a aucune explication rationnelle possible. Et c'est là que la foi et les croyances vont prendre la place. Il y a eu à travers le monde et l'histoire plusieurs miracles célèbres. Le plus grand fabriqueur de miracles est Jésus, qui en a des dizaines et des dizaines à son palmarès. J'en ai sur Wikipédia, on en recense 67. Jésus a fait quelques miracles assez retentissants, qu'on pense à l'eau qui a été changée en vin, aux noces de Cana, la pêche miraculeuse, marcher sur l'eau ou encore la résurrection de Lazare. Il y a même un méga roman qui a été écrit là-dessus. Il y a aussi des miracles de guérison qui peuvent être le fait de saints ou de gens mortels. Pensons à Lourdes, en France, où il y a une statue de la Vierge Marie dans une grotte près d'une source. Donc, il y a certains malades qui auraient guéri en buvant de l'eau de la source, en priant à la grotte ou encore, le plus souvent, après s'être baigné carrément dans la source. Mais depuis ça, là, c'est des millions de croyants qui se rendent à chaque année en pèlerinage. Puis parmi eux, il y a des centaines de malades qui espèrent guérir en se baignant dans cette eau miraculeuse. Les miracles peuvent aussi être vus par des fillettes.
que ce soit Fatima, qui aurait vu de ses yeux vus la Sainte Vierge, ou encore la petite Pierrette à Val-d'Or, qui pouvait, elle aussi, guérir grâce à sa communication directe avec Saint François d'Assise et sa source d'eau miraculeuse. Ah, Val-d'Or. Toujours est-il que même si nous sommes une région éloignée, la foi catholique en Abitibi, elle est très forte. La religion est une grosse partie de notre tissu social. C'est elle qui dicte la plupart de nos comportements. Le curé et les autres religieux sont des chefs que les catholiques doivent écouter. À Amos, le curé qui est envoyé pour développer la colonie n'est pas n'importe lequel. Non, le curé du domaine recrute des congrégations, veille à la construction des écoles et des églises, donne les messes, célèbre les mariages, les baptêmes et tout ce qui se célèbre. Mais en plus, en pleine ville, en pleine rue bondée, à travers une catastrophe, Monsieur le curé a fait un miracle. Alors, lors d'un immense incendie qui ravageait la première avenue en pleine nuit, le curé est arrivé et a fait un miracle à la Gandalf. Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux? Effectivement. Vous vous rappelez cette scène mythique où Gandalf est devant le Balrog, le méchant démon, et là, c'est sa phrase célèbre. Vous ne passerez pas. Eh bien, c'est exactement ce que du domaine aurait fait. Il était devant les bâtisses enflammées et il a dit que le feu cesse. Amen. Ouais. Je sais pas. Et puis? Ben là, le feu a arrêté, parce que sinon on n'en parlerait pas, là. Ça finirait là. Bon, ça y est, je verrai plus jamais la scène de la même façon. Là, je vais voir toujours Gandalf mélangé avec Monsieur le curé. Mais je vois très bien la scène avant de tomber donc dans le vif du sujet de ce fameux miracle. Pouvez-vous nous présenter ce fameux curé, Joseph Oscar, viateur du domaine? Bien, selon certaines informations qu'on a réussi à trouver dans nos archives, l'abbé du domaine était un prêtre avec un zèle inlassable. Donc, que les paroissiens se plaisaient à lui reconnaître, tout en prenant l'initiative de l'érection canonique et civile de la paroisse, comme vous l'avez mentionné, chose qui lui tenait à cœur, ainsi que son travail efficace et son heureuse influence. Il appuyait tous les mouvements des chefs de file qui ont été les premiers à conquérir le territoire. Il était très influent, très impliqué également. Il était jeune. Bien, c'était un fils de cultivateur qui venait donc, comment on pourrait dire ça? Un homme très terre-à-terre, si je peux dire. Et puis, il était très actif, très dynamique, parce qu'il en a fait des choses. Donc, c'était, je pense, un homme qui avait une énergie assez hors du commun. Puis, tu dis qu'il est arrivé jeune, il est arrivé en 1912, à l'âge de 33 ans. Donc, je ne sais pas si à l'époque, on dit que c'est un jeune homme, mais quand même, il est dans la fleur de l'âge. Puis, c'est ça, quand il est arrivé ici, on comprend que c'était juste des campements de prospecteurs, la compagnie de train, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas rien, là. Puis, au sein du village, est-ce que tu sais si le curé était apprécié, s'il avait bonne réputation, s'il y avait... comment on le percevait au niveau des paroissiens, par exemple? C'est sûr que de ce que j'ai lu, c'était quelqu'un de très apprécié. Les gens allaient le voir. Il était toujours là pour les paroissiens. Donc, Il était à l'écoute. J'ai l'impression qu'il était quand même une personnalité assez sympathique. Des fois, quand les aînés nous parlent des curés de tel village, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de façon négative, mettons, du curé du domaine. Même à l'époque, il était Monseigneur. Ça a l'air d'être toujours positif. Oui. Oui. Puis tantôt, vous avez parlé, tous les deux, là, du fait qu'il est arrivé jeune. Mais en fait, il faut comprendre que les études de prêtrise, ça prend beaucoup de temps. On doit faire plusieurs études et le séminaire, qui est la dernière étape pour devenir prêtre, prend beaucoup de temps aussi. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on voit les prêtres, l'âge de sortie, c'est souvent dans le coin de 30 ans. Parfait. Puis est-ce qu'on sait si c'était son choix d'aller en religion? Parce qu'à l'époque, il faut se dire, les familles nombreuses, ça arrivait souvent qu'il y avait un gars, on disait, toi, tu vas être notre curé. Puis on prenait une certaine jeune fille de la famille, puis elle allait au couvent. Donc, est-ce que lui, ça a été imposé? C'était son choix? J'ai pas de trace écrite à cet effet-là. De ce que j'ai cru comprendre, c'était son choix. Il aurait eu la vocation, comme la majorité des prêtres. L'appel, comme on dit. Ça. Parfait, ça fait souvent des curés très heureux. Oui. Ouais, moi, probablement que c'est moi qui aurais été le curé dans ma famille. Oui, toi, c'est ça. Oui, on dit ça, c'est parce que
faut imaginer Bruno, quand il était petit, servant de messe, les chorales. Ça m'a bien traumatisé quand je l'ai connu. Oui, mais c'est là que j'ai eu mon flash que je voulais être metteur en scène dans la vie parce que quand je chantais à chorale, j'ai chanté pendant 6 ans à chorale, je regardais la messe puis je disais, il y aurait de quoi pour rendre ça un peu plus intéressant. Ah ouais, toi, t'aurais été plus dans le gospel, hein? Ça aurait été plus ton genre de messe. Mais c'est vrai que la chrétienté et le théâtre ont beaucoup de points en commun, je trouve, dans la mise en scène. Donc, écoute, il est impliqué, il travaille au recrutement des congrégations religieuses parce qu'on s'entend, là, il est arrivé ici quand, en 1911? 1912, fait qu'on est 1912? vraiment dans les... Tu sais, le premier train arrivait pas longtemps après. Alors, il n'y a rien du tout ici. Là, bon, les congrégations religieuses, c'est lui qui a fait les associations avec les Sœurs de l'Assomption pour l'éducation, les Sœurs de la Charité pour les soins de la santé. Il deviendra le cœur de la nouvelle église de Sainte-Thérèse d'Avila. C'est vraiment une personne qui a très à cœur là, la colonisation aussi et le bien-être de ses ouailles, de ses colons. Donc, peux-tu m'expliquer un peu, ça serait quoi les motivations, les aspirations que ce gars-là, comme prêtre, pouvait avoir? Bien, comme tu viens de dire, Bruno, l'abbé du Domaine s'intéressait d'une façon intense à l'œuvre de colonisation. Comme tu viens de le dire, il a fait construire le presbytère, un couvent pour jeunes filles, par la suite l'Église. Il procéda à l'organisation et à la construction d'un hôpital, donc le premier hôpital d'Amos. Il a même pris l'initiative d'inviter les clercs de Saint-Viateur à prendre en charge l'école des garçons. Donc, il a invité les clercs. Il fut même le premier armorier des chevaliers de colon. Quoi? Armorier. Armorier. Donc, c'est comme... Le chef, le président. Ouais. OK, il était chef des chevaliers de colon. Ouais, je connais pas assez l'organisation pour vous expliquer tout ça. Non, mais il paraît que c'est très secret. Il connaissait le signe secret que personne ne Oui. connaît. Oui. Bien sûr, il appuyait beaucoup de mouvements religieux, dont celui des Dames de Sainte-Anne, la Ligue du Sacré-Cœur et les Enfants de Marie, pour ne nommer que ceux-là. Il y en avait-tu des affaires de même? Hein? Oui. Puis, bien sûr, il a encouragé la fondation de toute association pouvant aider ses paroissiens à vivre plus intégralement et activement leur religion. Donc, il continuait à donner à ses paroissiens le meilleur de lui-même. Ben oui, mais tu sais, ça, c'est drôle parce que nous autres, comment qu'on connaît le curé du domaine à travers le circuit historique, c'est ses actions comme au niveau de la colonisation qu'on le sent bien impliqué. Mais effectivement, toutes ces autres activités satellites-là à la religion en tant que telle, il s'en occupait, là. Puis ça, ben, on n'en parle pas beaucoup dans le circuit. Même, tu peux me corriger aussi, Geneviève, mais j'ai l'impression, même quand on regarde les photos d'époque, que ce soit les équipes de baseball, que ce soit le club des fermières, il y avait toujours à peu près une organisation, une branche religieuse qui chapeautait ces organisations-là. Mais il faut comprendre quand même qu'à l'époque, l'Église a une très grosse place dans la société. Oui. C'est ça qui régit presque le foyer de la... le quotidien, le quotidien de l'éducation. tous. Donc, ouais. souvent, l'Église était présente sur les événements majeurs. Puis c'est sûr que sûrement le curé du domaine, lui, était plus impliqué même personnellement dans sa communauté. Donc, c'est pour ça qu'on le voyait lors d'événements, lors des lancements de balles ou l'inauguration de tel ou tel bâtiment dans la ville. Il était partout. D'ailleurs, ça se fait encore, ça. Je veux dire, les gens qui nous écoutent à la maison... penser à inviter le curé ou l'évêque, parce que là, maintenant, Amos a son évêché. Dans l'événement, le lancement de l'activité, ça se fait toujours. Oui, des fois, même une nouvelle entreprise, on veut avoir une petite bénédiction. Donc, on a encore, ce petit ce lien-là des relations publiques et de l'implication communautaire. Donc là, on a un curé du domaine, mais qui devient plus tard l'évêque. Peux-tu essayer de nous expliquer c'est quoi la hiérarchie? Je vais essayer dans parce le monde que... de la prêtrise, disons, distinction entre les postes catholiques. Dans les hiérarchies catholiques, en fait. Essaye ça. Je vais essayer parce qu'il faut comprendre que j'ai pas fait mes études là-dedans. En théologie? Donc, non, j'ai juste mes cours de religion au secondaire. Donc, non, c'est pas vrai. J'ai fait un cours au cégep sur la théologie. Ah ouais. Ah bon. Mais ça reste quand même que... D'abord, comme je vous ai expliqué précédemment, la personne devient prêtre après des études au séminaire. Une fois ordonné, le prêtre peut devenir curé quand il est chargé d'une cure, c'est-à-dire qu'il a la charge des âmes d'une paroisse. Le prêtre est nommé par un évêque,
Donc, l'évêque est au-dessus. Donc, il est le représentant et le délégué dans la paroisse. Et par cette charge, il doit confesser et absoudre les péchés des personnes qui le souhaitent. Pour ce qui est du titre d'évêque, dans la hiérarchie catholique, c'est un ecclésiastique qui dirige un diocèse. Donc, c'est pour ça. Et nous, à l'époque, Bruno, de la colonisation, l'Abitibi, qu'on l'a dit, a été créée en 1898, était affiliée au diocèse d'Allibury, qui se retrouve finalement en Ontario, un Ontario assez francophone. Et à l'époque, donc, le Monseigneur, c'est Monseigneur La Tulipe. Donc, c'est l'évêque d'Allibury. Fait que, dans le fond, ce diocèse-là, en Ontario, il y avait celui de l'Abitibi. Et en 1945, parce qu'on a eu beaucoup de population, on mérite notre propre diocèse et c'est là qu'il va être coupé en deux, disons. Et l'Abitibi va avoir son propre diocèse, donc avec l'évêché, notre évêque à nous. Et on est maintenant... on n'appartient plus finalement au diocèse de l'Ontario. Le but, c'est de multiplier le plus possible les diocèses, là, j'imagine, à une certaine époque. Oui, puis je ne sais pas si c'est à partir d'un certain nombre d'habitants par pouce carré qui fait que... Bon, mais tu sais, il y a quand même des règles pour dire qu'une nouvelle région, un nouvel endroit va devenir un diocèse. Et comme on voit ici le magnifique, la toge... La soutane. Excusez. C'est parce que je pense encore à Gandalf. Non, lui, c'est une robe qu'il porte. C'est une robe. Alors, ça, c'était le costume. En fait, c'est pas un costume non plus. Là, non, c'est son habit de travail. Ouais, c'est ça. Respect envers la soutane, monsieur Bruno Turcotte. D'ailleurs, ceux-là qui me disent que je me déguise en personnage, je dis toujours non, je me costume. Fait que je peux comprendre le respect qu'il faut avoir envers les uniformes. Mais donc, ça, c'était porté jusqu'au quoi? Dans les années 40 à peu près, la soutane avec la robe? C'est encore aujourd'hui d'actualité. OK. Oui, mais sur les photos d'époque où on voit le curé du domaine... Se promener en ville. Là. Oui, mais il est en canot. Aujourd'hui, les prêtres se sont modernisés. Oui. Donc, dans la rue, on les verra pas avec leur soutane. Ils vont avoir leur petit col romain. Oui, leur petit col et leur croix souvent. Mais le reste, c'est une chemise avec un pantalon propre. Ça, c'est vraiment quand ils sont dans leur bâtiment à eux. Là. Certains portent des tattoos même. Hein? Ben oui, ils ont le droit. Ah, ben, je veux pas le savoir, ça. Mais je veux pas le savoir non plus où. Non, moi, ce qui est sous une soutane reste... C'est un peu comme un miracle, ça n'existe pas. Mais je veux dire, Bruno, que les photos d'époque, c'est impressionnant parce que, tu l'as dit, c'est une robe, c'est du tissu lourd, c'est noir. C'est sûr que l'été, ça te protège des mouches, mais pas de la chaleur. Mais de voir des photos où on voyait les curés en canot, débarquer dans le marais, puis aller dans la tente du prospecteur avec cette espèce d'habits-là, c'était vraiment pas quelque chose qui était confortable et pratique, mais ils étaient obligés. Et toutes les photos du curé, il a toujours sa soutane qui était déchirée, rapiécée, parce que la vie était dure. Mais ils n'ont pas de l'air de suer non plus. Non. Ça non plus, je ne veux pas le savoir. Je ne sais pas si c'est la profession, ils sont imperméables à la sueur. Exactement. Et voilà, les ecclésiastiques ne suent pas. Alors, attends. On était dans le potin, j'ai une petite anecdote qui vient directement de M. Gervais de chez Pierre, donc j'atteste que c'est vrai. Et à un moment donné, il y a un été de canicule. Et puis, il y a un curé, c'était Paul du Domaine, mais il y a un curé qui vient et il y a sa soutane. Et là, justement, chez Pierre, on dit, mais monsieur le curé, comment vous faites pour endurer cette chaleur? On n'en peut plus. Comment vous supportez ça avec une soutane noire? Et là, le curé qui part à rire, il dit, ah, ben moi, j'ai mon petit truc. Et il lève sa soutane et il s'était mis un bas de pantalon. C'est tout. Il s'était cousu un bas de pantalon avec un petit porte-jartel. Exactement. Fait qu'il était en petit canesson, puis il se faisait tout aérer ça avec le vent. Alors, il a dit en riant, le curé, c'est moi le plus confortable aujourd'hui en Abitibi. Et bon, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Pensons au miracle. Alors, oui. Bon, non, mais si on veut arriver enfin au fameux miracle qui fait partie de la scène d'Amos vous raconte son histoire et de l'histoire même d'Amos, on va parler un peu du contexte dans lequel ça s'est déroulé. Donc, le miracle aurait eu lieu un soir d'incendie, un terrible incendie. Le feu était un vrai fléau dans la région à cette époque-là.
Donc, Véronique, peut-être au niveau du contexte historique, Oui, bon, sais-tu dans quel temps ça s'est passé? Oui, bien, ce terrible incendie-là, c'est l'incendie de la Première Avenue de 1939. Il a été bien, bien marquant parce que, bon, le fameux café radio, qui était un lieu de grand rassemblement, a failli passer au feu. Donc, ça, je sais. Et c'est aussi la Société des alcools, on appelle ça la Commission des liqueurs, passait au feu et les gens en avaient profité pour aller voler, justement, les boîtes de bouteilles qui étaient dans le magasin. Donc, ça, c'est quelque chose qui avait marqué beaucoup l'imaginaire. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, tout est fait en bois, les trottoirs sont de bois, les bâtisses sont en bois. On est en pleine forêt, les gens fument, il y a encore, oui, il y a l'électricité, mais il y a encore de l'éclairage qui se fait à gaz ou peu importe. Donc, les incendies, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Mais là, de là à brûler une partie de rue, là, ça, c'est quand même assez grandiose. Geneviève, je sais qu'elle veut nous parler sur quelques incendies qui ont marqué la ville d'Amos. Donc, mais celui du miracle de M. le curé se passe là, à la fin des années 30 et il a été très marquant. Donc, quel incendie pourrait être célèbre, tristement célèbre à Amos? Est-ce que ça a été répertorié, ça? Il y en a quelques-uns qui ont été répertoriés. Le premier, qui n'a pas fait de dégâts matériels, bien sûr, mais qui était quand même d'envergure, qui a été connu à Amos, date de juin 1913. Donc, c'est au tout début, où plusieurs feux de forêt faisaient rage. Donc, le 20 juin, les vents ont rabattu les flammes vers Amos jusqu'au site de la future église. Et le lendemain, c'est du côté ouest de la rivière jusqu'à la scierie Massicotte et Marchand. Puis le feu a duré pendant 12 jours. Il a encerclé le village d'Amos pendant 12 jours. Oh, ouais. Oui, j'avais lu ça. Donc, on se disait même le village aurait pu ne pas naître. Oui, parce que les gens étaient toujours sur le qui-vive à savoir s'ils devaient partir ou pas de chez eux. Ah ouais. Oui. Après ça, bien sûr, par la suite, le premier incendie majeur qu'a connu Amos faisant des dégâts matériels est celui du 8 décembre 1919, où les flammes réduisent ensemble l'école de Sainte-Thérèse. Donc, la première école, après même pas 3 ans d'existence, bye-bye. Ça, c'est encore un feu de forêt? Non, ça, je pense que c'était local. C'était vraiment un bâtiment en particulier. Okay. Donc, une école au complet qui flambe dans le milieu d'une ville ou d'un village. Ouais. Donc, le prochain que je vais parler, c'est dans la nuit du 11 au 12 novembre 1921, où c'est une partie de l'avenue Autier qui est la proie des flammes, détruisant l'hôtel Windsor, la résidence et la pharmacie du docteur Biguet, la résidence et le bureau de l'arpenteur Lorenzo Bernier, ainsi que l'édifice de l'Agence des terres. OK. La première agence des terres où on se trouve présentement n'est plus, ça. C'est plus l'original. Non. Exactement. Et ça, dans la scène qu'on va écouter un peu plus tard, Bartine en parle de ce fameux incendie-là. Parce que, puis là, c'est drôle, nous autres, maintenant, c'est la ruelle Autier, hein? Mais dans ce temps-là, c'était l'avenue Autier. C'était majeur, là. On sortait du train, il y avait les hôtels. C'était une rue très, très importante. Parce que c'est celle proche du train aussi. Là. Exactement. Le prochain que je vais parler, bien sûr, c'est le fameux miracle. Donc, c'est une nuit fatidique. C'est celle du 12 février 1939, où les flammes emportent une partie de la première avenue, consumant ainsi la pharmacie Biguet. Une deuxième fois. Oui. Hein? Non, c'est pas le même bâtiment. Non, mais c'est encore construit puis il repasse. C'est la même famille. C'est la même famille. Le magasin chez Pierre, oui. L'hôtel Amos et la commission des liqueurs, bien sûr, comme on en a parlé. Donc, on peut plus dire que le magasin chez Pierre existe depuis le début de la colonisation. Non. Et puis, c'est drôle parce que, bon, je le dis, j'aime ça aller chez monsieur Gervais. Et à un moment donné, je lui avais demandé, comme bien des gens, avez-vous des vêtements? Est-ce qu'il vous reste des trucs, justement, des premières années? Puis, il avait dit non, ça a passé au feu en 1939. Alors, tout ce que j'ai dans le magasin, c'est tout à partir de 1940, tout a brûlé. Il y a des bijoux dans cette boutique-là, oui. C'est phénoménal. Là. Honnêtement, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, mais tu sais, achetez quelque chose, là. Mais moi, j'étais juste allée pour discuter avec M. Gervais, mais je me suis empêchée d'acheter un chapeau.
Parce qu'il y a des Ils bibis, sont beaux. des bijoux, là, c'est... Moi, j'en achète des affaires là-bas, puis c'est du top qualité. Là. On est dans les marques canadiennes. C'est vraiment d'une autre époque. Et quand vous allez là, oui, acheter quelque chose, puis soyez pas pressés, parce que Yves Gervais a toujours des anecdotes. Puis là, je veux dire, il a tout gardé les mesures de tout le monde. Il y a plein d'affaires qu'il y a dans son magasin, puis il connaît des anecdotes sur tout le monde. Ça y prendrait un interprète, lui, tu sais, Oui. à temps plein, là, tu sais, juste... Hey, allons-y tous en gang, là. Chacun notre tour, là, pendant l'année qui s'en vient, là, ben là, Non, on sait c'est pas. pas les bonnes conditions C'est peut-être pas les bonnes actuelles. conditions, mais... Fait que là, il va faire comme il y a bien trop de monde, là, on va engager un interprète juste pour parler des Mais histoires. je vous dirais que ça serait vraiment important d'enregistrer tout ce qu'il y a à dire. Ouais. Même pour nos archives, nous autres, ça serait un témoignage d'or. Oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Un témoignage inestimable. Puis Ouais. il n'est pas le seul, mais comme ils avaient pignon sur rue, ses parents, et puis tout le monde a fréquenté leur magasin, c'est ça. Mais je peux encore mentionner quelques feux Ben aussi. oui, ben oui. Pour finir Ben un oui. peu, souvent, c'est seulement en lien avec une seule bâtisse. Donc, le 6 novembre 1961, c'est l'École normale de Monseigneur Desmarais qui fait bye-bye. Le 12 mars 1967, c'est l'édifice Gosselin. Et le 5 janvier 1983, c'est l'édifice A.R. Lévesque. Et fait important, 8 des 12 hôtels de l'histoire d'Amos furent victimes des flammes. Ouais. Ben oui. C'est là qu'il devait se passer plus de Ben, mégots de cigarettes Ou aussi. des bougies oubliées. Ouais. ou- Ça, Dans les Ouais. hôtels, dans les chambres, par exemple, Ouais. aussi. Donc, si tu voulais être hôtelier dans le temps de la colonisation, il te fallait de bonnes assurances. C'était presque sûr que tu passais au feu. Puis, tout récemment, il y a eu le Jardin du patrimoine, là, dans le temps qui est dans... Le Ouais. premier Jardin du patrimoine, avant même qu'il ouvre. Écoute, À passer ah, au feu. Ouais. fait que là, c'était cas de dire là, que quand je vais arrêter là. Alors, dans la scène du miracle de Monsieur le curé, ou la scène des incendies, comme nous, on l'appelle communément dans Amos vous raconte, dans la troupe, est-ce que c'est ce feu-là, dans le fond, voyons, on l'a tout expliqué. C'est de quel feu on fait référence? On l'a dit, 1939. Bon, voilà. Oui, exactement. Je réponds moi-même avec ma question. Ben, on est rendu où, là, Véro? Heureusement, le village est traversé par une rivière. Oui, fait que là, la question, c'est on les éteint comment, les incendies? Oui, c'est ça. à cette Comment qu'on les époque? éteint, les Si je incendies? suis dans ton esprit. Fait que oui, ben moi, ce que j'ai su, puis justement, Geneviève va faire du pouce là-dessus, c'est qu'au début, on n'a pas de caserne de pompiers, on n'a pas de camion de pompiers, on n'a juste même pas de pompiers. Donc, ce que je comprends, puis j'ai vu une photo, on est comme une genre de petite charrette carriole tirée par une team de chevaux. En fait, team, c'est le mot team qu'on a francisé, donc une équipe de cheval. Donc, on remplit, on a comme un boyau là, qui va être déroulé jusqu'à la rivière, puis il y a une petite pompe, puis on pompe l'eau direct avec un gros boyau. Mais, tu sais, ça éteint pas à grosse pression. Souvent, on va compter sur la pluie. Et puis, c'est aussi ce pourquoi on a fait des rues larges à Amos, c'est vraiment pour empêcher les étincelles de traverser, pour essayer de faire des coupes-feux naturels. Donc, on se disait, bon, ben si ça brûle, ça va brûler un bord de rue, mais avec la chance, on va épargner. Donc, c'est très rudimentaire, là, éteindre un incendie. Ça date des fin du 19e siècle, des systèmes... Ben, on dirait qu'on est dans un le Lucky pompage Luke, de là, même. avec des petites pompes, puis pitcher des petits seaux, là. Bon, les gens devaient prier aussi pour que ça s'éteigne. Bon, oui, après ça, il y a eu des camions de pompiers, puis une caserne. Nous autres, on n'a jamais eu de citerne au milieu de la ville, hein? Non. Oui. Ben, oui? Ah oui, il y avait un château d'eau, mais château d'eau. c'est... Je sais pas si c'est... En tout cas, comme je dis, ça fait juste 3 ans que je suis ici. Je suis pas encore au courant de tous les faits historiques. Je suis encore en train d'étudier là-dessus. Mais on a des photos du château d'eau, mais je sais pas l'utilité, sûrement pour les incendies, mais comme... Mais c'était peut-être plus pour des secteurs où c'était très loin, par exemple, de la Ben, c'est rivière. sûr que c'est tout en Amos-Est, donc Mhm. c'est le plus loin possible de la rivière. Le sais-tu, toi, en quelle année qu'on a eu justement la première caserne, qu'on a eu vraiment un système officiel de pompiers? Avec Déméré Jobidon. Déméré Jobidon, hein, qui est notre homme à tout faire, qui a été le premier chef. Ce que je sais, moi, c'est que l'endroit de la caserne,
Si vous êtes sur la première avenue, c'est à côté du Café William, donc là où il y a présentement un CIA informatique. C'était vraiment une belle caserne avec une petite tourelle, des belles pierres des champs. C'était un beau monument, là. C'est dommage qu'on ne puisse plus l'apercevoir en ville. Et fait important aussi, c'est que la première cloche de la chapelle avait été mise dans la tour de la caserne. OK. Parce que dans le fond, il n'y avait pas de clocher encore? Ben, l'église a été construite, puis ils ont récupéré la cloche, OK, la OK. chapelle-école, pour le mettre dans la caserne pour justement pouvoir sonner. Après ça, ils ont eu leur propre... Et si vous allez la récupération. à Oui, la c'est ça. caserne de pompiers qui est actuellement là, pas loin de l'hôtel de ville, la cloche est là, puis il y a une belle plaque commémorative avec tous les chefs de pompiers qui ont passé, dont on disait Desmarais-Jobidon. Donc, la cloche, elle est là encore à côté de la caserne Ça, c'est le fun, moderne. ça, quand on regarde des artefacts. Oui, quand on oui. sort des artefacts comme ça. C'était toute une cloche, mes amis. Et je sais pas comment tu as réagi, toi, quand tu es arrivé à Amos, quand tu as vu les rues larges comme ça. J'ai fait « Oh mon Dieu, c'est qu'est-ce qui se passe ici? » Moi, là, ma théorie, c'était qu'il y avait une vision de développement très importante, puis qu'il allait avoir du monde ici, pas à peu près avec des rues doubles, puis tout le kit. Non, moi, je me suis dit « Enfin, de l'espace pour circuler! Ouais. » C'est vraiment ça. Quand on est habitué à Montréal ou Québec, ou Ah oui, des c'est parkings. Puis, peine ouais. de l'espace pour... Puis là, je savais une ville qui respire. Puis quand tu viens d'Amos, puis tu vas dans les autres, t'as jamais remarqué que tu avais des rues larges. Moi, jusqu'à temps que le monde me le fasse remarquer, c'était des rues normales. Tu sais? Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle, on me disait, pourquoi vos rues sont larges de même? Puis moi, je disais, ben, c'est pour mettre les bancs de neige dans le milieu. Tu sais, j'ai toujours pensé que c'était pour ça. Ben, c'est ça qu'ils font actuellement, là. Oui, mais c'est après, en faisant mes recherches, C'est c'est vrai que j'ai pratique, vu que c'est c'était pratique. un coupe-feu. Ah là là. C'était bien pensé. Ben, fait que là, dans le fond, on a un feu avec plusieurs incendies à Amos dans les débuts comme ça. Et on n'a toujours pas su c'était quoi le miracle. Mais on va le savoir Oui. dans quelques instants parce qu'on va l'entendre avec la scène du miracle de Monsieur le curé. Si on veut en savoir plus au niveau historique, Geneviève, là, tes recherches, par exemple, ta documentation, as-tu des documents qu'on pourrait consulter? Livre du centième, peut-être? Livre ou... du centième, c'est sur la nouvelle publication de la Société d'histoire Amos de l'enfance à la maturité, qui est une bonne source. Et bien sûr, de venir consulter nos archives pour en savoir plus. Et vous avez quand même un super beau site Internet que je vais souvent consulter, qu'on peut voir des photos. Tu peux lire longtemps, tu peux lire beaucoup, beaucoup. Oui. Tu peux-tu nous donner l'adresse exacte du site web? Oui, c'est Société... Oh mon Dieu. Sociétéhistoireamos.com. Voilà, mais sinon, on Google Société Oui, d'histoire oui, d'Amos, puis oui. c'est le premier titre qui sort. C'est peut-être parce que je le consulte souvent que c'est le premier titre qui sort, Marc, mais j'espère Ouais. que c'est le premier titre pour tout le monde. Mais théoriquement, nous autres, on devrait faire une petite refonte prochainement Oui. dans le Un cours de l'année. revampage du Oui. site. Parfait. Cool. Pour Ben, que- tant mieux. Puis juste de même, toi, tu m'as dit Encyclobec aussi, qui était quand même Oui, un c'est... endroit qui était intéressant. Moi, j'ai trouvé beaucoup de textes sur l'Abitibi, particulièrement un certain Marc Riopel qui a fait beaucoup sur le Témiscamingue puis l'Abitibi, puis il a vraiment couvert des sujets assez vastes, autant les femmes et la vie quotidienne que la vie dans une mine, que l'agriculture à Kipawa. Donc, c'est vraiment large, puis c'est vraiment des courts articles, mais bien étoffés, encyclobec. Puis des fois, j'ai dit, on cherche des thèmes... Allô prof, là, ce site-là, parce qu'il y a des cours d'histoire au secondaire. Et donc, on a accès à beaucoup de grandes périodes de l'histoire ou des noms, des noms de personnes célèbres. Fait que Allô prof, là, c'est un très beau site à aller découvrir aussi. Et si jamais vous avez d'autres informations à nous transmettre, vous pouvez les communiquer directement sur notre page Facebook ou même communiquer avec la Société d'histoire aussi. Des fois, ça peut être surprenant qu'on est au courant d'histoire, on se dit « Ah, tout le monde sait ça ». Mais non, des fois, on a besoin d'un témoignage de plus pour en ajouter. Surtout si vous avez été témoin d'un miracle. On aimerait beaucoup le répertorier. Alors, on fait un appel à tous. Parfait. Alors, l'appel est lancé. Donc, après la pause, on va en dévoiler plus et on va discuter de création avec l'auteur Véronique Filion. Vous écoutez Le miracle de Monsieur le curé au podcast Amos vous raconte son histoire. Nous interrompons votre programme pour votre bloc d'annonces commerciales.
Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan, qui saura vous trouver le véhicule approprié. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de l'Abitibi, la ville de l'avenir, longée par la majestueuse rivière Aricana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Notre député Sébastien Lemire, qui tient à apporter son soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation aurifère en activité depuis 1957. Toujours dans le domaine minier, Ressources Bonterra, à la tête de 3 projets miniers près de Lebel-sur-Quévillon. Location Amos, spécialiste en location et en vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et à Bao Média. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à ProTech, au Centre du camping d'Amos et Lassar et à Canadian Tire d'Amos pour leur participation financière au projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. Bon programme! All right, de retour avec notre invitée Geneviève Dubé et Véronique Filion à l'animation, ainsi que moi-même, Bruno Turcotte. Véro, tu as donc retenu une anecdote que tu as lue dans la petite gazette au départ, conçue par la Société d'histoire pour faire la scène. Oui, mais en fait, c'est tu sais, des fois, en lisant les petites gazettes, tu trouves des petits bijoux. Et c'était un article d'un thanatologue. Et en fait, c'était un thanatologue père et son fils qui prenaient la relève. Et c'était eux qui étaient en charge de s'occuper de la dépouille de Monseigneur du Domaine à son décès. Et l'article est écrit par le fils thanatologue. Et il dit... Mon père respectait cet homme-là. Pour lui, cet homme-là était sacré et autant que le travail de s'occuper d'une dépouille l'est, autant que le père avait dit avec lui, il faut être encore plus respectueux. Cet homme-là, c'est un saint. Et là, le fils fait « Ah ouais, mais peux-tu élaborer un peu, papa? » Et le père explique, il dit « Cet homme-là, c'est un saint, mon fils. Il a arrêté le feu seulement en le demandant. » Et l'article continue sur d'autres sujets et détails. Et moi, ça a fait « Oh! » Et là, il y a un potentiel théâtral. Ça, c'est une anecdote non vérifiable, OK? On ne peut pas vraiment savoir. Je n'ai lu à nulle part d'autre quelque chose qui nous dit que c'est arrivé ou pas. Mais c'est ce témoignage-là que je me suis dit « OK, ça, c'est très, très, très intéressant. » Et je me suis dit, ça va me permettre de montrer que le curé du domaine est un homme plus grand que nature. Oui, un visionnaire, un gars actif, un gars aimant, sympathique. La ville ne serait pas ce qu'elle était sans cet homme-là. Et je trouvais que l'anecdote du fait qu'il était un saint puis qu'il avait arrêté un feu seulement qu'en l'invoquant, je trouvais que ça amenait beaucoup, beaucoup de dimensions à ce personnage-là. Donc, je n'ai pas pu passer à côté. Merci à ces deux gens d'avoir écrit ça dans la Gazette parce que je ne l'aurais pas trouvé. Et c'est vraiment une scène qui amène un dynamisme incroyable dans le circuit. Alors, je suis très contente d'être tombée là-dessus. C'est quelque chose qu'on te parle à l'occasion, ça, le miracle de M. le curé? Pas tant que ça, non. Non, j'en ai entendu parler. Okay. J'en ai vu aussi à Amos vous raconte. Mais les gens viennent pas me dire « Ah, le curé du domaine, il a fait un miracle. » Non, c'est pas un sujet qui... Puis c'est là que je dis, je l'ai lu en témoignage, mais il y avait manifestement, il a fait son miracle devant plein de monde, mais à nulle part d'autre, je l'ai entendu, ça. Fait que c'est pour ça qu'on laisse un doute à savoir si c'est arrivé ou pas. On parle de miracle. Ouais. On est en 1939. Oui. La même année que l'Église d'Amos se fait elle devient cathédrale en 1939. Puis on sait que les cathédrales à travers le monde, ils aiment ça avoir quelque chose de saint, hein? Pour que les gens viennent adorer. Hein? Moi, je pense que
En tout cas, moi, je trouve que c'est un drôle d'hasard que cette même année-là, M. le curé fait un miracle, puis qu'on met l'église cathédrale. Parce qu'on a parlé que l'église avait beaucoup de moyens, des fois, pour faire des miracles. Oui, mais ça reste quand même que peut-être qu'ils voulaient avoir leur Sainte-Anne de Beaupré aussi Oui. au travers ici, parce que ça reste quand même qu'à Québec, tout le monde va à Sainte-Anne. Exact. Oui. Tandis qu'à Montréal, c'est l'oratoire Saint-Joseph, c'est les places de grande envergure. Puis quand on en regarde aussi l'architecture de l'oratoire Saint-Joseph versus ici, ça ressemble beaucoup. Fait que peut-être que ça a voulu faire on était si on avait une parentés. relique, si on avait quelque chose. Ouais. Tantôt, on parle de patinage. Oui, bien, on parlait au début là, des fameuses, mettons, je prenais l'exemple là, des miracles, des statues qui pleurent, des larmes. Tu m'as dit une petite anecdote, puis j'aimerais ça que tu la partages avec les auditeurs. Oui, en fait, c'est sûr, moi, ma passion, c'est l'histoire, bien sûr, donc j'écoute tout ce qui est documentaire ou émissions sur l'histoire. Et à Historia, il y avait une émission sur les statues de vierges ou autres qui étaient en fait fabriquées. C'était fait par exprès pour avoir des miracles. Il y avait un mécanisme à l'intérieur, comme une sorte de petit robot pour faire pleurer la statue. Donc, c'était du trucage, oui, mais trucage. Fait par l'Église, en fait. Oui. Oui. Alors... Mais non, je ne veux pas me mettre l'Église à dos. Moi non Vraiment plus. pas. Surtout pas ici. Fait que on dit que la cathédrale n'a pas utilisé le feu pour se faire la pub. Non. Tu vois que mon idée d'apprendre la mise en scène en allant à l'église, là, ça c'est pas fou, hein? D'ailleurs, au début, la première idée de mise en scène dans Amos vous raconte, c'était que le vrai curé arrêtait l'incendie à chaque soir. Ouais. Mais là, on trouvait que c'était coûteux pas mal. On était créer toujours un peu incendie. déçus des comédiens qui réussissaient jamais vraiment à l'arrêter. Ça coûtait cher sa production. On clairait le curé à chaque soir. Ouais. Mais... Ça devait coûter cher à reconstruire. Ben non, c'est ça, en puis- fait, vous étiez les avant-coureurs. Les précurseurs. La suite de Godzilla. Ah ouais? Ouais. Vous la reconstruisiez en une seule nuit. Ouais, c'est ça, pour recommencer le lendemain. Ouais. En fait, la première avenue, c'est tout des faux décors. C'est des devantures de magasins, mais en arrière, c'est toutes des coulisses pour les spectacles. Mais en plus, la scène, puis qu'on va l'écouter d'ailleurs dans très peu de temps, vous avez tous hâte, j'en suis convaincu. C'est la scène du miracle de M. le curé, mais le personnage n'est pas du tout dans la scène. Non, moi, j'ai voulu traiter la scène, justement, où on parle de lui, mais qu'il n'est pas là. Et j'ai voulu faire porter cette histoire-là par des femmes, et on l'appelle même « histoire de bonne femme ». Donc, Madame Go, qui était une femme très religieuse, très dévote, moi, je lui ai attribué une grande fascination, un grand respect pour Monsieur le curé. Et donc, elle a assisté au feu avec Madame Biguet, puisque sa pharmacie est en train de brûler. Et puis, on a Bartine Turcotte qui arrive, puis elle a manqué, elle, le feu. Alors, ces deux femmes-là lui racontent l'histoire. Mais là, on voit là, qu'ils se sont runnés. C'est peut-être la 15e fois de la journée qu'ils la rencontrent. Ils ont placé leur petit punch, ils ont leur petit effet, c'est rythmé, puis tout ça. Et pour en faire quelque chose de vraiment grandiose. Et ce qui est amusant aussi, c'est que le mari de Madame Go, qui est très, très religieux lui aussi, lui, il est comme, bon, t'as peu. Mais là, les faits, c'est pas tout à fait ça. Ben là, j'étais là. Mais elle le raconte avec une façon sensible, émotive. On est dans le surnaturel, la divinité, le miracle, alors que David Go va un petit peu rationaliser là-dessus. Tempérer même sa femme, là, tu vois qu'il y a un petit... J'ai aussi désaccord. Oui, parce que moi, j'ai décidé aussi, puis ça, je le sais pas tout à fait, là, mais j'ai décidé que ce couple-là, c'était pas nécessairement un couple uni dans l'amour. C'était un couple... un couple de business. Et justement, quand, par exemple, David Go va expliquer que, oui, mais là, la ville a fait des rues larges. Il veut toujours rectifier les faits, puis sa femme, elle n'aime pas ça quand il l'interrompt. D'ailleurs, les rues larges qu'on a faites, justement, c'était pas un hasard, là. Non. En fait, il y a des traces écrites dans un rapport qu'a fait le chef de service forestier, Gustave Piché, soumis le 18 novembre 1911, qui voulait dire que de donner aux rues principales une largeur de 100 pieds, celle des circulations moyennes et les avenues 66 pieds, et pour les ruelles 22 pieds. Mais l'année suivante, en 1912, le rapport Dumais, lui, il a traduit ça par 100 pieds de largeur pour les avenues et 70 pieds pour les rues.
Aïe, aïe. Ouais. On voyait grand, là. Incroyable. Mais là, c'est en 1911, puis ça, on revient encore avec les débuts de la colonisation organisée. On était au début, là. Que Tu sais, c'était- la structure de la ville n'est pas encore faite. C'est de l'arpentage. Donc, on est en train de faire le plan de la ville. Puis là, aujourd'hui, c'est encore très large, mais la façon de stationner nos autos, ça paraît moins. Mais imaginez à l'époque, des rues larges de même, mais pas vraiment d'auto. C'était quelque chose à traverser, là. Mais ça permet quand même aux calèches de mieux circuler. Il faut se rappeler que les calèches, tout ce qui est transport hippo, c'est large. Nos voitures sont plus petites, sauf les pick-up aujourd'hui, là, mais tout ce qui est voiture, c'est plus petit que ce que ça l'était à l'époque aussi, là. Ah non, mais en tout cas, on a gardé plusieurs traces à Amos, d'ailleurs, de ces rues-là, de ces rues larges-là. Pas seulement à Amos. Je pense qu'aussi dans d'autres villes d'Abitibi, il y a des... à Val-d'Or, il y a des rues pas pire larges. La 3e avenue en est une. Oui, mais il n'y a rien qui bat Amos parce que, non. Parce que là, on pense peut-être que l'arpenteur aurait peut-être pu mélanger des chiffres ou se dire, tant qu'à faire tant, on rajoutera 10 pieds de plus, ça ne paraîtra pas. Mais ça reste quand même qu'Amos, c'est vraiment pensé, organisé. Tandis que les autres villes en Abitibi, c'est... ça a été monté... par petits lots, puis ça s'est regroupé autour. Là, comme je te pousse. Tandis que là, c'est vraiment pensé. C'est un peu comme Québec. C'est un quadrilatère. C'est pensé... On peut faire le parallèle avec Bourlamaque, qui était la ville minière qui était déjà dessinée avant même d'être construite par rapport au chaos Val-d'Or à côté. Ouais. Bon. Et puis là, écoute, on va bientôt l'écouter. Là. On arrive. Parle-moi de les comédiennes, puis tout le rythme qui s'est installé depuis plusieurs années. Ça, c'est une scène, vous allez l'entendre, là, c'est 3 comédiennes. C'est très, 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 très rythmé. C'est un plaisir fou à jouer à chaque année. Ça, c'est une scène qui n'a pas changé depuis les tout débuts. Tu sais, quand on dit une valeur sûre, elle pogne comme ça, elle n'a pas changé d'un mot. Ça fait plusieurs années que c'est le même trio de comédiennes, ainsi que le même M. Gour. Fait qu'il y a une complicité, c'est incroyable. Puis, on a tout travaillé, les petits mouvements de tête, les petits yeux, tout ça rentre au corps de poil. Tellement que quand ça arrive, des fois qu'on perd un mot, qu'il y a une distraction, on fige parce qu'on est tellement, pas sur un pilote automatique, mais les filles connaissent tellement leur scène. C'est organique, là. C'est très organique. Puis on est sur la Maison Blanche, sur la 1er avenue. On est au coin des lumières, il y a du bruit, il y a du trafic. Il arrive souvent des perturbations. Puis les filles tiennent le rythme, puis ils ont vraiment un plaisir fou à faire cette scène. Puis on a des enfants au travers de ça. Non, c'est vraiment... Il y a Albertine, finalement, qui arrive sur la scène et se fait raconter ça par les 2 autres. Puis là, en plus, Albertine, qui est jouée depuis le début par Marie-Ève Guindon, qui est un peu plus petite que les 2 autres. Oui. Elle est comme entre les deux, puis elle les écoute. Oui, non, moi, je vous ai toujours fait la petite poule pas de tête. Parce que c'est toujours Mme Gour, Mme Biguet qui parle. Puis elle est entre les deux, là, puis la petite tête qui tourne, puis elle essaie de ne pas en manquer une. Puis là, tu vois que les filles font leur petite montée dramatique pour culminer avec le fameux miracle de Monsieur le curé. Et là, la foule est comme... Et bon... Moi, j'ai des gens que je connais qui nous connaissent depuis longtemps, qui viennent voir régulièrement Amos vous raconte. Cette scène-là, ils la connaissent par cœur. Parce que, justement, elle est jouée de la même façon. Puis c'est une scène qui n'a pas changé, mais pourquoi changer une recette gagnante? Ah oui, puis Mme Gour, elle aime tellement ça, haïr son mari, M. Gour. Là. Mais si vous saviez comment ils ont une belle complicité à se détester, là, c'est de tout. D'ailleurs, on va l'écouter et on va même la regarder, parce que si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook ou sur notre site Internet, vous allez pouvoir regarder le visuel. Et on l'a installé d'ailleurs dans le studio ici. C'est une des scènes qu'on a tournées dans le studio ici. Et on peut voir d'ailleurs la complicité entre les acteurs. Donc, on va entendre Albertine Turcotte, Marie-Ève... Non, Albertine, c'est le personnage. Marie-Ève Guindon, Valérie Castonguay, Marie-Pierre Lavoie et Mathias Sébachère dans les rôles. Mon Dieu, je vais les redire. Martine, Mme Gour, Mme Biguet et M. Gour. Voilà. Dans une lecture théâtrale, écoutons la scène du miracle de M. le curé, tirée du circuit historique théâtral. Amos vous raconte son histoire. Monsieur Gour, prendrez-vous un thé? Avec grand plaisir. Celui de ma femme est imbuvable. Laisse faire le thé. On restera pas longtemps. Reste donc là avec ta gazette puis fais t'oublier.
Regardez, les enfants! Le feu de la nuit passée a presque tout brûlé de l'autre côté de la rue. Hey, vous avez manqué tout un spectacle cette nuit. Je sais bien, mais j'avais un petit malade à la maison. J'ai pas pu assister au feu. Mais pourquoi qu'il y a eu le feu? Même chose que d'habitude, une lampe à l'huile ou une cigarette va savoir. Tout est construit en bois puis on est quand même en pleine forêt. C'était noir de monde hier au feu. Manquait bien juste vous, là. Je me reprendrais bien. C'est pas ça qui manque dans le coin. Ah, ça, je peux vous le certifier. Vous êtes pas chanceux, vous pis votre mari. 2 fois que vous passez au feu. Après l'incendie de la rue Autier, André a décidé de reconstruire sa pharmacie sur le coin ici. Et là, la pharmacie a brûlé de plus belle hier. Avoir su. L'incendie de la rue Autier a été terrible. Tout a été rasé par les flammes. La maison de l'arpenteur, l'agence des terres, votre maison et la pharmacie, sans parler de l'hôtel Windsor. De très mauvais souvenirs. Ah, les incendies. Quand ça part, c'est plus arrêtable. Mais avec des rulages, à moins de grands vents, les étincelles ne traversent pas. C'est sûr que quand le feu part, il brûle 5-6 maisons de suite, mais au moins le feu, il traverse plus grâce à nos rulages qui nous servent de coupe-feu. Ben oui, tu dis ça, là. Mais combien de bâtisses sont brûlées? Combien de feux il y a eu juste sur la rue des Magasins? On compte plus les ravages que le feu a fait dans la ville. Une bâtisse, ça se reconstruit. Il y a des choses qui se reconstruisent pas. Oh. Votre mari, il est pas là? Ah, inquiétez-vous pas, là. André est allé soigner quelques blessures au coin. Il lui restait plus que sa trousse. Mais il n'y a pas eu de mort, ni de blessés graves. Non, mais il y a eu du vol. Écoutez bien ça, Bartine. Quand la commission des liqueurs a fini de brûler, on était encore en pleine nuit. La nuit était sans lune. Il faisait noir. Une fois le feu éteint, il restait encore au sous-sol des caisses de boissons qui n'avaient pas brûlé. Le butin était fort tentant pour certains. Certaines personnes, dont on taira le nom, mais vous savez de qui je parle? Yvonne, c'est de la médisance, on sait même pas qui a fait le vol. Ben, on n'a pas besoin d'épogner sur le fait pour se douter de c'est qui. Toujours est-il, Bartine, que les gars avaient laissé leur carriole en haut de la butte là-bas puis ils descendaient la côte. Ni vu, ni connu. Après ça, ils passaient par en arrière, ils volaient la boisson qui remontait dans leur char. Le temps qu'ils redescendent chercher d'autres brassées de bouteilles, ils se faisaient voler à leur tour. Les gars sacrés, ils savaient pas qu'ils les volaient. C'était la nuit à la noirceur. Pas de police, pas de gardien, pas de lumière. Les voleurs volaient! Ah, elle est bonne! Non. Non. J'ai pour mon dire qu'on va savoir assez vite c'est qui a fait le coup. C'est ceux-là qui vont en prendre un. Ah! Prends 2 coups! Prends un coup! Une histoire qu'on va se rappeler longtemps, je crée bien! Ah oui, puis ce sera pas la seule. Comment ça? Que c'est d'autres que j'ai manqué? Ben, demandez-moi, là, comment que le feu s'est éteint. Comment que le feu s'est éteint, Yvonne? La team de chevaux a apporté la pompe là-bas au coin. La hausse s'était déroulée des 2 côtés de la pompe, la rivière au feu. Mais même si les hommes s'escrimaient sur le pompage, ils ne sortaient pas plus d'eau qu'un boyau de jardin. Mais comment ils ont fait pour éteindre le feu d'abord? Il s'est passé un vrai miracle. Un vrai miracle. Un miracle? Dis-moi pas que j'ai manqué ça, un miracle! Ben, le feu brûlait. La pharmacie, la commission des liqueurs, puis des magasins. Un véritable brasier de l'enfer. Rien n'aurait pu éteindre ce feu-là. Ni la hausse, ni la pluie. Ben, j'ai vu la lueur dans le ciel de chez nous. Un véritable brasier de l'enfer, je vous dis. Toujours est-il que le feu s'approchait dangereusement du café radio. Hey, tout le monde paniquait, là. Pas le café radio en plus. Ah, pis c'est là que monsieur le curé est arrivé. Juste avant que le café radio y passe. Eh ben, monsieur le curé a arrêté le feu. Hein? Monsieur le curé a arrêté le feu? Mais comment il a fait son compte? Mais comme on arrête le sang, du domaine a seulement demandé que le feu cesse. Ah, c'était assez spécial. Hein, David? C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. En fait, quand c'est monsieur le curé qui arrêtait le feu! Drette de même! Mon mari, il pense que c'est des histoires de bonnes femmes, là, mais tu sauras que monsieur le curé a parlé à voix haute, devant plein d'hommes. Les flammes faisaient du vacarme avec tout... J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Ah, le saint homme. Je vous dis qu'après un miracle de même, la paroisse est en de bonnes mains. Un saint homme. Un miracle. Moi, j'ai manqué ça, un miracle. Un saint homme que ceux du domaine. Ah, un saint homme.
Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos Arikana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Routier, le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne, et de même que le Musée de la Poste et de la boutique de Forge de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me/raccourci. De retour avec Geneviève Dubé et Véronique Filion pour le podcast Amos vous raconte son histoire. Merci beaucoup aux comédiens et comédiennes qui viennent de nous interpréter cette scène avec brio, évidemment, encore une fois. Écoute, Geneviève, est-ce que vous aviez des commentaires sur la scène ou on avait vraiment fait le tour aujourd'hui au niveau des informations historiques? Non, moi, j'ai rien à rajouter. Tout est dit. On a bien rigolé parce que c'est ça, c'est une scène qui fait rire avec la dynamique là, du couple. Et puis, tu sais, je disais que les Gourds étaient très religieux. On dit qu'il y avait même une chapelle à l'arrière, une chapelle privée dans l'arrière-boutique de leur magasin. Donc, ce côté-là de Madame Gourd en pâmoison devant le miracle... Ça fait très rire. Et comme on le disait avant, c'est joué avec une rapidité, un rythme, une justesse, un plaisir fou. Non, ils sont vraiment bons et bonnes. D'ailleurs, on les salue, on les remercie beaucoup d'avoir participé à ce projet-là. Les comédiens de toute la troupe, là, on était très heureux de pouvoir enregistrer pour ce podcast-là. Et éventuellement... dans la série, on devrait les recevoir, les comédiens. On va vous réserver une petite surprise dans les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup, Geneviève Dubé. Merci de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Et puis, dans le fond, on peut te revoir, on peut te demander des informations par téléphone. Comment ça fonctionne? Par téléphone, par courriel, puis très prochainement, on l'espère, dans le centre d'archives. Parce que là, c'est fermé. C'est fermé actuellement suite aux rénovations, mais aussi avec les conditions qu'on vit actuellement. Mais là, c'est ça. On est en train de remonter le centre d'archives pour vous recevoir en grand nombre, dans un nouvel environnement, tout beau, tout propre, convivial. Cool. Et qui n'a pas passé au feu. Hein? Oui. C'est mieux un dégât d'eau, hein, si on se fie à ce qu'on a entendu. Au moins, on peut récupérer certaines affaires. Au feu, à l'époque, c'était perte totale, inévitable. Hein, ceux-là qui nous écoutent en 2022, là, vous pouvez vous rendre là aisément, j'imagine. Oui. oui. On va être ouvert rendu là. Oui, excellent. Merci beaucoup. Merci Véronique Filion d'avoir co-animé aujourd'hui. Merci, Bruno. Non, mais juste à savoir, es-tu contente? Non, je pensais que tu allais me donner un joyeux surnom en lien avec notre thème. Merci, mon amour. Oui, allons nous faire... moi, ça me donne le goût de manger des guimauves sur le feu. Là. J'ai cette image-là. Peut-être pas mettre le feu chez mon voisin, mais dans une tube bien sécuritaire. Notre voisin, d'ailleurs, qui nous écoute probablement à la radio. Qu'on salue, René. Salut Guyane. Salut, René. Alors, c'était Bruno Turcotte à l'animation du podcast Amos vous raconte son histoire. Je remercie encore une fois les comédiens Marie-Ève Guindon, Valérie Castonguay, Marie-Pierre Lavoie et Mathias Hébécher pour la lecture interprétée. Laissez vos commentaires sur la vidéo que vous venez d'écouter aujourd'hui sur Facebook, YouTube, ou notez votre appréciation directement sur notre balado, soit Apple ou podcast Spotify. Et il y en a plein d'autres. Dans le fond, peut-être vous nous entendez à la radio. Vous pouvez nous écrire également à productionsduraccourci@gmail.com. Aimez, partagez, commentez ou encore abonnez-vous à toutes ces pages-là pour avoir de nos nouvelles. Et vous pouvez écouter nos épisodes en vous rendant directement sur notre site internet productionsduraccourci.com. Merci à nos partenaires également qui nous soutiennent dans nos nombreux projets depuis plusieurs années et à vous, chers auditeurs. Oui, vous, sans qui toute cette aventure n'existerait pas. Je vous dis beaucoup merci et à la prochaine.